Provençal dans son édition d'hier. Pascal Olmeta prêt à sauter sur Monaco. La légion des supporters de l'OM a rendez-vous en face du stade Vélodrome. Ici, les Ultras. Quelques dizaines de cars sont affrétés. Ils arriveront au stade Louis II en fin d'après-midi. Environ 10 000 personnes ont ainsi relié les 220 km qui séparent Marseille de Monaco via Nice, en car parfois, en voiture particulière, souvent. Au total, plus de 2 heures d'autoroute et 2 autres heures pour terminer les 20 derniers kilomètres du voyage. Toutes les corniches qui encerclent la principauté ont débordé. Des embouteillages monstres accentués par le week-end pascal. Beaucoup de passion en tout cas autour de cette rencontre. Et à 19 h, le stade Louis II a déjà choisi sa tenue de soirée. Ce sera le bleu et le blanc. Les Marseillais au secret depuis 48 heures arrivent les premiers sur la pelouse. Waddle. Suivi bientôt de la panoplie de casquettes monégasques, modèle Front Populaire 36 pour Mendy, version Hawaï George Weah, casquette toujours pour Luxonner. Je suis un fou de casquettes, donc j'adore les casquettes, je vois une belle casquette, je l'achète. Et on est détendu. Avant le match, Bernard Tapie dévoile l'avenir à la presse. Un tiers de l'OM changera à l'issue de la saison. Et pendant ce temps, Jean-Marie Véniel se concentre. Je me suis préparé d'une manière spéciale, physiquement sans doute, mais surtout mentalement. C'est un match quand même particulier. Chez ces gens-là, monsieur, on ne parle pas, on écrit. Le public monégasque se tait, mais il y a de quoi lire autour du stade. Il y a aussi de quoi regarder, il y a enfin de quoi pronostiquer. C'est ce que nous avons demandé hier soir à une majorité d'entraîneurs de première division. Puel et Fofana ne joueront pas. Alors, Monaco-Marseille, faites vos jeux. Avantage à Monaco, 2-1. Je pense que les Marseillais vont réussir un grand truc là-bas. Ce sera un match nul. Je verrais bien un partout. Je vois un 1-1. Je vois bien un match nul, un partout. 2-2. Monaco va gagner 1-0. 2-2. Match nul 6-4. Mais Coluche l'a fait avant moi déjà. Et bien voilà, la finale de l'exercice 92 peut débuter. Côté marseillais, si Franck Sauzé a fait le voyage, il n'est pas sur la feuille de match. Les 12e et 13e hommes étant Zouereb et Durand. La famille de Monaco au grand complet. À côté du prince régnier, il y avait son fils et son petit-fils. C'est parti dès la première minute. Avec Angloma, Chris Waddle, Steven a fait l'appel de balle. Steven sur la droite, un centre, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin avait quelques pas de retard au départ de l'action, il les a rattrapés et finalement il passe devant Valéry, il n'a pas pu redresser son ballon. C'était la première occasion dangereuse. La deuxième est monégasque avec cette volée de Djorkaeff et comme le corner ne donnera rien, de nouveau les Marseillais à l'attaque avec un coup franc de Chris Waddle, mur de 4 monégasques, ça passe à côté. Bon début de match en tout cas, on se souvient du match aller qui n'avait pas été brillant. Cette fois-ci ce n'est pas le cas avec un duel dans le match entre Boli et Weah qui ne se quittent pas ici sur un corner après un quart d'heure de jeu. Boli qui poursuit Weah, c'est de l'individuel et cette fois-ci Weah n'a pas pu chipper le ballon. Relance monégasque de Jean-Luc Ettori, beaucoup de tension dans ce match. Djorkaeff un ballon, l'arbitre n'a pas signalé hors-jeu, réaction de Goethals. Monsieur Goethals, s'il vous plaît. Les Monégasques ont du mal à se sortir de la tactique marseillaise. Angloma, Waddle, Steven, pressing de Weah. Weah qui ne fait pas de faute, qui cherche à récupérer le ballon. Angloma, toujours Weah et cette fois Weah il l'a récupéré sans doute au milieu du terrain. Christophe Robert. Intervention marseillaise, mais bien fait de la part du Libérien qui presse, qui ne fait pas de faute et finalement qui récupère. La fin de la première période avec le tournant du match après 44 minutes de jeu. Un ballon d'Emmanuel Petit en direction de Christophe Robert. Il a un petit peu d'avance sur Moser. Retard comblé par le Brésilien. Il n'y avait pas faute de Carlos Moser. Et tournant du match, pourquoi? Parce que sur la contre-attaque, l'action se déroule dans sa continuité.
Ballon de Pelé. Sonor est intervenu. Christophe Robert. Il a perdu le ballon. Angloma. Steven. Angloma. Boli. Pelé. Les derniers instants de cette première période avec un ballon sur la droite pour Chris Waddle. Waddle qui va sans doute centrer dès qu'il va y avoir une solution. Un ballon de Waddle pour Basile Boli. Et Tori qui tarde un peu à sortir. Et premier but après 44 minutes de jeu. Ce but-là, il vaut de l'or. But de Basile Boli. Une sortie peut-être tardive de Jean-Luc Ettori. Il a hésité. On a coutume de dire que les buts inscrits entre la 43 et la 45e minute sont parfois meurtriers. La réaction, en tout cas, de Jean-Luc Ettori à l'issue du match, qui reconnaissait son erreur. J'étais un peu approximatif sur le coup, comme toute l'équipe. Je crois qu'on n'a jamais été dans le tempo. Ils étaient toujours avant nous sur la balle. À partir de là, contre une équipe comme ça ne pardonne pas. Les arrêts de jeu de cette première période, M. Véniel a eu raison de faire jouer 2 minutes de rab, car il y avait eu quelques blessures qui justifiaient cette rallonge du temps réglementaire. Mendy va pouvoir relancer la machine monégasque. Djorkaeff, encore une intervention marseillaise, c'était Steven. Chris Waddle, Abedi Pelé, plein champ qui a fait l'appel de balle. Abedi Pelé dans la surface de réparation. Faute de Jean-Luc Ettori. Et comme c'est à l'intérieur de la surface de réparation, M. Véniel a signifié le pénalty. Ettori qui barre la route de Pelé. Pénalty incontestable. La semaine passée, Jean-Pierre Papin avait manqué un pénalty. C'était face à Montpellier. Barabé avait arrêté. Et pour la petite histoire, Papin avait manqué son premier pénalty en France face à Ettori, finale de Coupe 89. Cette fois-ci, c'est au milieu. Et à la 46e minute de cette rencontre, Marseille est champion de France. Marseille qui mène 2-0 à Monaco. Le plus dur est fait. Le banc de l'OM l'a bien compris. Jean-Pierre Papin marque lui son 26e but de la saison. Il sera encore le meilleur buteur. Il a toutefois encore le masque. On va le laisser entrer au vestiaire. Et puis on va se retrouver dans quelques secondes pour la deuxième mi-temps. Il est 21h30. Le vestiaire marseillais s'ouvre pour la sortie d'une équipe qui, malgré ses 2 buts d'avance, est toujours aussi motivée qu'en début de match, avec à sa tête un Jean-Pierre Papin gonflé à bloc. Côté monégasque, la porte est toujours close. J'aurais dit de jouer notre chance à fond et que souvent, même mener 2-0, si on réussit à revenir à 2-1, ça les insécurisera et que ça nous remettra en selle dans le match. Et malgré les conseils d'Arsène Wenger, le découragement semble perceptible sur le visage des joueurs de la Principauté. À la pause, Rui Barros, blessé au pied, a laissé sa place à ce numéro 12, James Deba. Libérien comme George Weah, c'est également un attaquant d'avenir. Comme la première, la seconde période démarre sur un faux rythme avec les 20 joueurs de champ groupés sur à peine 30 mètres. Les deux équipes pratiquent le pressing mais manquent d'espace pour utiliser les ballons récupérés. Sur cette action anodine, un fait important, la blessure de Chris Waddle, le Britannique a été touché à la cheville droite et va devoir à son tour quitter le terrain. Il est remplacé par Jean-Philippe Durand et dès son entrée, la première occasion de la deuxième période, un coup franc repris de la tête par Basile Boli, sans problème pour Jean-Luc Ettori. Monaco doit attendre la 55e minute pour se montrer à son tour dangereux par l'intermédiaire de James Deba, qui s'enfonce dans la défense de l'OM, mais est contré par Olmeta. Le Libérien très bien campé sur ses jambes. Brooks, de Despeigne, de Valdes, de Beltran, de... Votre défense a dû vous plaire aujourd'hui, elle était très solide, presque infranchissable. Sauté, hein. Et mon gardien a très bien joué aussi aujourd'hui dans les sorties, etc. Mes 5 guerriers font un match impeccable. Et c'est vrai, la défense olympienne n'a pratiquement jamais été mise en danger, sauf peut-être sur les coups de pied arrêtés. Ici, le coup franc de Yuri Djorkaeff passe de très peu à côté du but d'Olmeta. En fait, le spectacle est plus à l'extérieur que sur le terrain, comme toujours avec Chris Waddle. 69e minute, nouveau coup franc pour l'AS Monaco. Tête de Gérald Passy, mais encore à côté de la cage marseillaise. Waddle s'éclate.
Wenger, lui, intériorise beaucoup plus. Il faut dire que sa place est moins enviable, d'autant que l'OM peut maintenant tranquillement jouer rencontre. Avec ici Casoni, Durand, puis Jean-Pierre Papin. Un contrôle, une frappe et un frisson parcourt le stade. C'est passé vraiment tout près de la cible. Et regardez bien sous un autre angle comment, en un clin d'œil, il juge la position des défenseurs et du gardien, puis réalise le geste presque parfait. Les supporters de l'OM se régalent. Quant aux Monégasques, ils tentent courageusement de réduire l'écart avec ici Luxonor. Il déborde, évite Boli et donne à Debat qui ne peut que s'incliner devant le nombre. C'est dur pour le Prince Albert. Concentré à l'extrême, l'OM ne laisse rien passer, même si ce sont les Monégasques qui dominent, ne parvenant à déséquilibrer la défense marseillaise qu'à la 80e minute. Sur ce centre de Marcel Dib, la tête de Weah est facilement captée par Olmeta. Dans le contexte d'aujourd'hui, il ne fallait pas être mené au score. Il fallait qu'on ait des circonstances favorables et on a eu malheureusement des circonstances défavorables. D'autant plus que Monaco a systématiquement raté la dernière passe. Ici, Luxonor a transpercé la défense de l'OM, mais Weah n'arrive pas à servir Djorkaeff, qui était pourtant tout seul. Georges Weah, moins en verve que mercredi dernier à Rotterdam. Mais comme tous ses coéquipiers en 3 jours, il n'a sans doute pas entièrement récupéré des efforts de la Coupe d'Europe. Ce qui explique peut-être le seul petit accroc de la rencontre. Impuissant devant la défense de l'OM, Weah joue le ballon dans les mains de Pascal Olmeta, s'ensuit une petite bousculade sans gravité. Monsieur Véniel a parfaitement tenu cette rencontre où, malgré l'enjeu, les joueurs ont eu un comportement exemplaire. 89e minute, Monaco n'y croit plus vraiment. Il faudrait marquer 3 buts pour arracher le titre à l'OM, mais continue pourtant d'attaquer. Et comme c'est fréquent en pareil cas, se fait contrer. Récupération de Jean-Philippe Durand qui accélère et lance sur la gauche Abedi Pelé. Le Ghanéen est tout seul. Ettori repousse le tir, Papin et Sonor se précipitent et c'est à nouveau Pelé qui en profite pour inscrire le 3e but marseillais. Le banc est en délire. Ivres de bonheur, les joueurs n'en finissent pas de se congratuler. Côté olympien, l'émotion est à son comble. Un but qui ne change pas grand-chose puisque la rencontre était jouée depuis bien longtemps. Et regardez encore sur cette action le travail de Jean-Pierre Papin. Ici, il a flairé le bon coup. À la lutte avec Luxonor, ils se jettent tous les deux. Et c'est le Monégasque qui, en voulant retirer le ballon à Papin, le remet à Abedi Pelé. 3-0, nous sommes dans les arrêts de jeu. Les Marseillais ne sont toujours pas rassasiés et vont encore sur un compte se procurer l'occasion d'inscrire un 4e but. Didier Deschamps se présente seul devant Ettori. Il va tirer à côté et provoquer la même réaction que si les deux équipes étaient toujours à 0-0. Pas très grave pour Dédé qui a encore fait un grand match. Je crois que Monaco excelle lorsqu'ils jouent le contre, où ils font un pressing très important au milieu de terrain, ils empêchent l'adversaire de sortir. À partir du moment où c'est nous qui avons joué le contre, moi c'est une équipe qui est plus en difficulté. 22h28, Monsieur Véniel donne le dernier coup de sifflet de la soirée. L'OM bat Monaco 3-0 et sauf catastrophe, décroche son 4e titre de champion consécutif. Les Monégasques, bien sûr, sont déçus et on le serait à moins. Tu veux la porter celle-là? Ouais, c'est ça, le pêcheur,